soyez là, car aujourd'hui nous allons être encore édifiés par ces connaissances. Je vous avoue que le thème découle de la première conférence, c'est le thème sur l'univers, la connaissance de l'univers. Mais cette fois-ci, nous allons avoir le regard des poètes et des philosophes. Comment ces deux grands acteurs de la société, de notre vie, qui participent à la compréhension du monde entier, vont nous expliquer la compréhension de cet univers-là. Tant aujourd'hui choyé, qui est devenu l'épicentre de toutes les recherches, et il veut dire le mythe même pour certaines personnes, parce que nous ne comprenons pas toujours cet univers-là, de quoi il est composé. Deux concepts qui découlent bien sûr de cette compréhension de l'univers décrite par les poètes, qui est comment réussir sa vie et le mariage, c'est-à-dire l'institution du mariage, aujourd'hui qui est une question centrale de notre société. Chers frères et sœurs, veuillez écouter avec beaucoup d'attention et participer à ce débat du colonel Touré, notre maître, notre sachant, qui nous apporte la lumière, surtout sur la connaissance. Mon colonel, je vous la parole. Oui, merci beaucoup. Mais en tant que juge, je voulais rectifier une chose, c'est que je ne suis pas un maître, d'abord un. Donc nous sommes des maîtres les uns envers les autres, parce qu'on apprend toujours du plus petit. Seulement, il suffit de faire attention, parce que le plus petit peut vous enseigner, même s'il est capricieux, vous pouvez toujours apprendre quelque chose de lui, quoi. Alors, donc, pour revenir au thème, qui est l'objet de notre causerie débat, vraiment libre de ce jour, c'est un thème important. Donc, je voulais quand même féliciter vous qui avez eu l'initiative de ce thème, parce que ce thème permet de développer beaucoup de choses et de mettre un pont généralement entre les choses. Parce qu'aujourd'hui, avec les grands moteurs de recherche, l'intelligent aujourd'hui, ce n'est pas la masse de données. L'intelligent, c'est de mettre un pont entre les choses, depuis l'origine de l'homme jusqu'à nos jours. Ça donne de la lisibilité. Parce que les choses n'ont pas toujours été ce qu'on voit. Voilà. Donc, quelle est la contribution des philosophes et des poètes dans la connaissance de l'univers? Je commencerai par dire que la philosophie, on ne peut pas traiter ce thème-là sans se référer aux mythologies, puisque c'est des mythologies. Les mythologies ont constitué la matrice de la philosophie. C'est-à-dire le début du raisonnement. Puisque dans les mythologies, c'était des dieux. À travers des dieux, donc vous avez, comme j'ai dit, Hésiode, vous avez Homère. Et maintenant, à partir de la philosophie, qui est née justement des, je ne dis pas des cendres, qui est née, comme on appelle, de ces mythologies-là, va être un éclairage nouveau, c'est-à-dire un raisonnement. Parce que dans les mythologies, qui ont pour fonction le code de conduite et de cohésion sociale, ça ne s'explique pas. À partir des philosophes, on va commencer à rationaliser ces mythes-là et à faire comprendre. Et vous savez, la philosophie maintenant va naître les sciences. Parce que avant, les philosophes étaient en même temps des scientifiques. Vous avez l'exemple de Nicolas Copernic. Et ensuite, des sciences vont naître des techniques, des technologies. Vous voyez, tout est lié. Tout a une racine, tout est lié. Alors, donc, comment d'abord les philosophes ont contribué à la connaissance de l'univers? Ensuite, on fera la même chose pour les poètes. Mais ce thème, on ne peut pas le traiter sans faire une petite incursion comme on appelle, dans la mythologie. Et on ne peut pas traiter ce thème aussi sans parler de l'origine, comme on appelle, la philosophie. Donc, on doit se poser donc tout de suite la question, qu'est-ce que la philosophie? Comment elle est venue? Et puis, voilà, est-ce que, comme on appelle, la Grèce est réellement le berceau de cette connaissance-là? Peut-être pour le monde occidental. Mais est-ce que ces connaissances, est-ce que les Grecs, les philosophes grecs, sont vraiment ils sont les, comme on appelle, les diffuseurs
ou les précurseurs? Ça, c'est des questions que je vais me poser. Alors, donc, pour revenir à la définition, philosophie dans le monde grec, la philosophie, ça vient de deux mots. Il y a philène et puis sophia. Philène, c'est aimer, et sophia, c'est sagesse. Et sophia, dans sophia, sagesse, il y a beaucoup. C'est connaissance, savoir, tout ce que vous voulez. Voilà. Mais les gens ont résumé à sagesse. Mais la connaissance, c'est plus mal du genre. Puis philène, comme je l'ai dit, donc l'amour de la sagesse. Voilà. Donc l'amour de la sagesse, quand on regarde, c'est-à-dire avant que la terminologie me sorte, on a des anciens, grands anciens, qui aimaient déjà la connaissance. Donc ils étaient philosophes de fait. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. Donc là, ça me donne maintenant l'occasion de parler des philosophes pré-socratiques et des philosophes maintenant après Socrate. C'est ça. Parce que ce que je viens de vous dire, l'amour de la sagesse, ou l'amour de la connaissance tout court. Et aujourd'hui, on appellerait ces hommes des passionnés. Vous voyez quelqu'un comme M. Kra, mais qui aime tout savoir, qui aime chercher, et qui cherche dans tous les domaines, sciences, politique, quoi, tout ça. C'est un amoureux, parce qu'il y a quelque chose qui le pousse à toujours chercher à savoir. Donc aujourd'hui, on a des petits philosophes ici, mais comme nous sommes en d'autres temps, peut-être qu'on ne les appelle pas philosophes. On va dire que non, ils sont curieux, ils sont ceci, ils sont cela. Mais il y a des philosophes qui ont existé avant que le mot philosophe même ne soit créé, en parenthèse, par Pythagore. Vous comprenez? Donc c'est pourquoi je vais dire, et donc il y a les présocratiques. Donc le philosophe présocratique, c'est-à-dire avant l'ère de Socrate, donc tu vois pendant 600 ans, et ses précurseurs, c'était les Anaximandre, les, comment on appelle, Héraclite, Thalès. Donc Thalès, Héraclite, Xénophon, Alexandre et puis Alexandre. Ça, c'est les grands philosophes pré-socratiques. Et on va vous expliquer pourquoi est-ce que, en fait, Socrate est la référence, la norme. Parce que vous savez bien que c'est lui qui a porté ses idées jusqu'à la mort. La vie de Socrate ressemble un peu à celle de Christ. Et vous allez voir que Christ aussi, Jésus-Christ aussi, est la norme chez les historiens. Vous allez voir, ce n'est pas au hasard. Lui aussi, il a porté son projet jusqu'à la mort. Il y a un parallèle entre deux. Socrate. Donc Socrate est la norme entre donc, les présocratiques, donc les philosophes présocratiques, j'ai cité les Thalès, Xénophon de Colophon, parce que là c'était les cités grecques à l'époque, et puis Héraclite, ça c'est les philosophes présocratiques. Maintenant, eux, quand ils font, ce que j'ai dit, c'est les philosophes que je vais essayer maintenant comment est-ce qu'ils ont contribué à la connaissance de l'univers. Donc, les présocratiques, globalement, ils ont commencé à se poser la question de quoi est formée la matière. C'est ça, les présocratiques. Et le premier à avoir fait incursion, lui a dit que toute matière était formée à partir de l'eau. Et tout de suite, il a été combattu par d'autres. Alexandre, par exemple, qui a combattu que non, ce n'est pas l'eau. Lui, finalement, il a dit que c'est la terre. Et chemin faisant, finalement, c'est Xénophon qui a dit, en fait, qui a théorisé pour dire que la matière qui constitue l'univers autour de nous est formée à partir de 4 éléments. Donc l'eau, la terre, l'air et le feu et la lumière, les 4 éléments. Mais vous avez vu qu'il y a un tantonnement du début. Il y en a qui ont dit non, c'était l'eau, toute matière. Mais ils observaient. D'autres ont dit non, c'était chose. Donc eux déjà, c'était des questions qui se posaient. Parce qu'il y avait justement un besoin de connaissance à la base. Comme je vous l'ai dit dans notre causerie débat, la première édition, j'ai dit tout commence par le besoin de connaissance. Et quelle que soit votre nature, tant que vous avez déjà, vous avez déjà réalisé votre révolution cognitive, vous êtes quelque part, vous allez forcément poser des questions.
J'ai déjà dit, vous êtes au bord de la mer, vous voyez l'étendue de l'océan, mais vous posez des questions. Mais tiens, voilà. Donc, nos grands ancêtres sont posés des questions. Je reviens, comme on appelle, aux philosophes présocratiques. Donc, essentiellement, c'était ces questions qui se posaient. Donc, Héraclite, lui, il allait un peu plus loin. Il a un ouvrage qu'il a fait de l'univers, où il parle de théologie, comme on appelle, de politique, et puis comme on appelle, de science. Héraclite. Donc, déjà, et surtout cela, c'était déjà en astronomie, en astrologie. Donc, voilà la première vague de philosophes qui ont posé à se poser des questions sur la matière. L'univers visible, observable qu'on voit, il est constitué de quoi? Donc, eux, ils vont résoudre le problème. Donc, de 4 matières. Et donc, maintenant, le porte-étendard de ça va être Démocrite d'Abdère. Et lui, il va aller plus loin. Il va dire non seulement se constituer de matière, mais constituer de petites briques insécables. Voilà comment on va parler maintenant d'atomes. Vous comprenez? Atome, A en chose, ça veut dire la négation, comme on dit anormal, le A là, veut dire c'est insécable. Donc toute matière, donc les 4 matières, sont constituées encore de sous-petites matières qui sont comme des briques, jusqu'à une brique qui est insécable qu'on ne peut pas diviser. Voilà comme le mot atome est né. Ça, c'est Démocrite d'Abdère. Abdère, c'est la cité dans laquelle il était. C'est comme quand on parle de choses comme on appelle les Thalès, on dit Thalès de Milet, parce qu'il est de Milet, c'est la ville, Thalès de Milet. Vous comprenez ça? Ça, voilà comment cela contribue à la connaissance de l'univers. C'est-à-dire que tout ce qui nous entoure d'abord, de quoi? Voilà. Et puis, certains ont commencé à poser la question même. Mais le vide qui est là, apparent, de quoi le vide est-il plein? Vous voyez la question des philosophes. Mais de quoi ce vide-là est-il plein? Donc après, tout ça. Donc la question de l'air maintenant a surgi. Et l'air constitue une matière. Et la matière est constituée d'atomes. Et l'agglomération des atomes constitue les molécules. Vous voyez déjà. Donc voilà une part importante que les présocratiques ont apporté. Certains ont fait des traités. La deuxième vague de philosophes, c'est après Socrate. Bon, après Socrate, les grands noms qu'on connaît, bien entendu, et on connaît, je ne vais pas revenir sur ce que Socrate a fait, et son célèbre élève Platon, Platon qui a eu aussi pour élève Aristote. Vous savez tout ce que Aristote ont fait. Et puis, bien entendu, vous avez cette vague, je vais parler seulement des symbolistes. Bon, donc on sait que Socrate n'a pas écrit une seule lettre. C'est son élève Platon qui a, dans les discours, dont un des célèbres ouvrages s'appelle La République. Donc ça va je crois, de plusieurs livres, livre 1 jusqu'à 11, si ma mémoire est bonne. Donc République, oui, il parle vraiment de tout. C'est vraiment un traité politico-religieux, théologie. Et donc le plus célèbre, bon, il y a le banquet, il y a l'allégorie de la caverne, il y a beaucoup de choses. Vraiment, c'est un vrai traité politique. La construction de la cité, où il dit que c'est les philosophes qui doivent être gouverner parce que ce sont ceux qui connaissent. Donc c'est la connaissance qui doit gouverner. Donc il divise la société en 3 parties. Là je parle de Platon. Voilà, donc l'aristocratie, donc les philosophes. Et puis ceux du bas sont des guerriers, des ouvriers. Et puis en bas, en 3e position, les artisans, ceux qui font tourner la machine, qui font à manger, et donc tout ce qui est esclave. Voilà pour la société. Donc eux-mêmes, à leur temps même, ils broucadaient carrément la démocratie. Hein, ce qu'on dit, démocratie. Non, 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 non. Et Platon, de son maître Socrate, la démocratie, c'était la pire des choses, en tout cas à Athènes. Voilà. Alors donc, leur contribution à la construction de, comment on appelle, la connaissance de l'univers,
je vais me référer, il y a beaucoup d'autres, hein, mais Platon, quand même, qui a légué à la postérité les écrits de son maître. Bon, c'est lui qu'on peut citer, sinon son maître, on sait qu'il a fait beaucoup de choses, mais Platon va par exemple, dans l'allégorie de la caverne. L'allégorie de la caverne, il va révéler simplement qu'il y a deux mondes. Donc, nous sommes toujours dans la connaissance de l'univers, hein, l'apport des philosophes. Il y a en réalité deux mondes. Il y a le monde des essences, donc le monde intelligible et le monde sensible. Voilà. Le monde intelligible est le monde du réel. La vraie réalité, ça se trouve dans le monde des choses, donc des essences, le monde du réel. Et c'est le reflet de ce monde du réel que nous avons ici, dans le monde matériel, donc dans le monde sensible. Voilà le grand apport de Platon à la connaissance de l'univers et de soi-même. Donc, le monde sensible, il dit que le monde sensible, donc le monde matériel, est la représentation des ombres. Auquel il ne faut pas, nous les humains, on s'attache. Parce que c'est passager, c'est fugace. Et c'est ce qui est la source de nos malheurs, de nos douleurs. Et là, je fais déjà une ouverture au stoïcien, au stoïcisme déjà. Voilà la source donc c'est ce qu'il va dire, voilà la source de nos malheurs. Et Freud, justement, va théoriser complètement en parlant du ça, du moi et du surmoi, c'est ça. Mais Platon déjà avait commencé déjà à le dire déjà. Donc, deux mondes. Et il nous dit, ne vous y trompez pas, il y a deux mondes. Mais le vrai monde, le monde du réel, c'est le monde de l'intelligible, donc des essences. C'est à ça qu'il faut s'attacher. Et que c'est le reflet du monde réel que nous voyons ici. Vous, nous, voilà. Donc nos essences sont ailleurs. Et il va plus loin pour qu'on comprenne. Il va maintenant dire, mais l'ombre, quelles sont les caractéristiques de l'ombre? L'ombre, vous savez que l'ombre est une falsification du réel, de l'objet. Pourquoi? Le réel est à 3 dimensions. Mais son ombre est à 2 dimensions. Mais donc l'ombre est une chose falsifiée. Mais vous allez vous constater. Donc, ce qui est ombre est trompeur. Oui, c'est une représentation complète. On dira ça. Donc l'ombre, c'est un falsificateur du réel. Donc prenez garde, faites attention. Attachez-vous au réel. Voilà un apport important, non seulement à la connaissance de l'univers, mais aussi à la connaissance de soi-même. Voilà. Donc, il y a, comment on appelle, donc Platon, qui est le chevalier ouvrier, et puis il y a Aristote. Et Aristote, les travaux d'Aristote vont influencer beaucoup. Bon, Aristote même avait brocardé à l'époque Démocrite. Il a dit, il n'y a pas d'atome, il dit, ce qui sait, c'est qu'il y a 4 éléments. Mais la notion d'atome, c'est-à-dire que la petite matière insécable, c'est pas vrai. Bon, puisqu'il était quand même, Aristote, c'était quand même un dominant, dont son opinion portait. Voilà. Et c'est cette opinion, justement, que l'Église catholique va prendre. Puisque lui, dans son legs à l'humanité, c'était le géocentrisme. Et c'est les thèses d'Aristote que l'Église catholique a adoptées. Vous me suivez, hein, c'est cohérent dans ce que je suis en train de dire. Parce que l'apport de la philosophie à la connaissance de l'univers. Aristote, donc élève de Platon, était le précurseur du géocentrisme. Et le géocentrisme,
c'est la doctrine philosophique selon laquelle la Terre est le centre de l'univers et que toutes les autres planètes et entités célestes ne tournaient qu'autour d'elle, autour de la Terre. Lui, donc cette idée va être plus 400 siècles avant. Donc Ptolémée, qui était un brillant astronome aussi de son époque. Donc ils vont l'enseigner et ça va être partie intégrante d'une partie de la Bible. Il faut savoir que la Bible s'est beaucoup inspirée des écrits philosophiques grecs, il faut le dire nettement. L'évangile selon Saint Jean, c'est des érudits, comment on appelle, c'est des écrits des philosophes grecs, presque entièrement. Voilà. Alors, donc, l'Église catholique va adopter vraiment entièrement les théories d'Aristote sur l'univers et la place de la Terre dans l'univers céleste. Donc nous sommes le centre, donc pas de géocentrisme. Et l'évolution des choses, un jeune vers 1560, un jeune orphelin du nom de Nicolas Copernic, donc polonais, meurt très jeune à l'âge de 11 ans, il a perdu son père et sa mère, donc il est adopté par son oncle qui était cardinal en Pologne là-bas. Donc il le prend avec lui et il avait constaté que Nicolas Copernic avait une certaine passion pour tout ce qui était astronomie. Donc il a confié parce qu'à l'époque, il faut savoir qu'à l'époque, l'Église catholique avait pion sur rue, hein, le pouvoir, il n'y a pas de laïcité encore. Donc il le confie à un instructeur qui l'apprend, et puis l'enfant vraiment était brillant en astronomie. Et son nom cardinal a été finalement appelé à Rome, donc au Vatican, donc il est venu avec lui. Donc il a inscrit, je crois, à l'université de Padoue. L'université de Padoue, c'est une célèbre université où tous les Florentins, tout le monde est passé. Donc là-bas, il va apprendre les mathématiques. Donc à 26 ans déjà, il est enseignant. Hein. À 26 ans déjà, il a une chaire où il enseigne déjà beaucoup d'autres. C'est lui, d'abord, ce n'est pas une inspiration divine, puisqu'il est ordonné prêtre, hein, il est prêtre, administrateur de biens de l'Église catholique, en même temps qu'il fait ses recherches, il enseigne à l'université, comme son père est déjà son oncle, qu'il a initié doucement, donc il est ordonné prêtre et administrateur en fait. Mais il était mathématicien, comme on appelle physicien, astronome, tout et tout. Puisque là, c'est ce qu'il apprend à la base. Il enseignait même finalement les mathématiques à l'université de Padoue. C'est lui, par une inspiration divine. Bon, ça, ça ne soit pas trop dans les écrits. Il a fallu que je cherche pour pouvoir trouver. Et comme il avait foi en Dieu, il a vu que ce n'était pas la terre qui pouvait être le centre, comme ses prédécesseurs. Et l'Église catholique à laquelle il appartient croit. Et Ptolémée et tout ça. Mais ça devait être le soleil. À partir de ce qu'il voit, les inspirations qu'il a eues, le rêve qu'il a fait, bon, tout ce qu'il a fait, les inspirations qu'il a. Mais comment le dire? Parce qu'à l'époque déjà, comme j'ai dit, l'Église catholique a adopté entièrement les thèses cosmologiques, j'allais dire, d'Aristote. Mais là, alors que ce n'était pas vrai en réalité. Ptolémée, c'était un astronome aussi, très célèbre, qui enseignait et tout ça. Même comme on appelle, Nicolas Copernic, il enseignait le géocentrisme à l'université, malgré qu'il doutait, puis c'était les connaissances ambiantes. Voilà. Mais quelque chose n'allait pas. Donc il commence à écrire, théorie, il fait ses recherches sur la base de ce postulat-là. Parce que ce postulat, si tu l'estimes qu'il est vrai,
Maintenant, tu cherches à le justifier, tu cherches. Donc, théoriquement, il a eu des éléments, mais il était retenu par la peur. Il faut retenir qu'à l'époque, régnait déjà ce qu'on appelle le Saint-Office, le tribunal ecclésiastique qu'on appelait le tribunal jugeait, comme on appelle, ceux qui commettaient le crime d'impiété contre l'Église catholique, là, comme on appelait ça. Donc c'était comme on appelle les tribunaux, donc on appelait le Saint-Office, donc qui jugeait tous ceux qui profanaient ou contestaient vraiment les thèses choses. Et Nicolas Copernic va garder ses écrits. Et certains lui demandaient, mais pourquoi est-ce que tu ne publies pas? Il ne nous a jamais dit pourquoi il ne publie pas, mais c'était là. Et il a montré ses écrits à certains. Mais fort par une recommandation assez solide, donc beaucoup croyaient à ce qu'il disait. Mais il avait peur de dire, mais pourquoi? Vous devez retenir qu'à l'époque déjà, Luther et le calvinisme, étaient vraiment les icônes déjà de la protestation. C'est de là que va naître finalement l'Église protestante, au XVIe siècle, du XVIIe siècle. Puisque ils contestaient déjà les dogmes. Les porteurs du flambeau de la contestation, c'était Luther, les luthériens et puis les calvinistes, voilà déjà. Maintenant, venir maintenant dans ces circonstances-là, faire sortir un document au plan scientifique qui prouve encore que l'Église catholique, toute puissance, est encore dans l'erreur. Dans le géocentrisme, c'était signé ta peine de mort. Donc, des écrits que Nicolas Copernic a eu à faire sont restés dans les tiroirs pendant près de 30 ans. Mais il a partagé à certains érudits, dont je vais parler plus en avant, Galilée, mais lui n'a pas pu le faire. Le jour où son document a été imprimé, le jour où on lui a amené une copie de son document qu'il a fait, il est mort ce jour. Et il paraît que sur lui, il a dit tant mieux, tant mieux. Ça va servir à la nouvelle génération. Il n'est pas là maintenant, mais il a laissé la vérité derrière lui avant de partir. Mais la préface et la petite note, il n'a pas signé. Il n'a pas signé. Mais tout le monde savait que c'était lui. Mais il n'a pas signé. Donc voilà. Et ça va changer carrément le comportement parce que dire que c'est la terre qui est au centre, mais ça a modélé le comportement des gens, la manière de manger, la manière de faire des offices, parce que c'est la terre qui est au centre. Donc c'est ce qu'on appelle la révolution copernicienne, parce que les paradigmes vont tout changer. En astrologie, en astronomie, tout va changer. Imaginez le nombre d'erreurs qu'on a trompées. Et après on trouve que non, c'est pas vrai. C'est le soleil qui est fixe, mais c'est les autres qui tournent autour. Regarde les connaissances. Donc, dans le monde de la philosophie, s'il y a un grand apport, parmi tant d'autres peut-être, il y a la révolution copernicienne, ce qu'il a fait, en disant clairement, en théorisant clairement pour dire que ce n'est pas la Terre qui est le centre de l'univers, c'est plutôt le soleil. Et ça va beaucoup changer. Et ça va commencer à faire une ouverture, justement, à la période qu'on va appeler donc 17e siècle, 18e siècle, le siècle des Lumières. Donc ça va encourager certains jeunes à faire de la recherche. Donc l'un des jeunes qui va prendre le relais de Nicolas Copernic, c'est Galilée. Galilée, aussi chrétien. Et puis, il avait pour ami même le pape de l'époque, et puis beaucoup de cardinaux. Galilée. Galilée, ce n'est pas lui qui a eu le mérite des recherches. Galilée a eu simplement une copie, mais lui, simplement, il a osé vulgariser.
Et lorsqu'il avait commencé, comme le pape de l'époque était son ami, et plus beaucoup de prêtres, il allait dire, par courtoisie au pape, qu'il allait publier, parce que c'est la réalité. Pourquoi? Parce qu'en de temps, Nicolas Copernic, il avait pour élève Kepler, avait théorisé, mais n'avait pas apporté la preuve scientifique. C'était comme quelque chose que vous vient, c'est ce qu'on appelle l'intuition. L'intuition est différente de l'impression. L'intuition est toujours vraie. Mais vous ne savez pas comment, la difficulté, vous ne savez pas comment démontrer. Comme on appelle Galilée, va chercher un télescope très puissant. Il va prendre des années à monter ce télescope-là. Tout ce qui est écrit sur papier de Nicolas Copernic, lui, va l'observer en grandeur nature. Vous voyez? Il va voir clairement. Donc, il dit, ouf, j'ai trouvé. Maintenant, on peut publier. Donc, en 1615, il a été convoqué par l'Église catholique, donc le pape et les autres, pour lui dire, on va tolérer, mais ne publie pas. Il dit 1615. Il ne publie pas. Il a dit qu'il a compris, il a signé les engagements. Et en 1616, et les engagements qu'il avait signés, c'était de ne pas enseigner, de continuer à enseigner le géocentrisme. Puisque ce qu'il dit, on lui dit, l'Église lui dit, Nicolas Copernic même a dit qu'il n'avait pas de preuves. Lui, il avait déjà commencé à enseigner. Donc, il a signé ses engagements en 1615. En 1616, on le reconvoque et puis il est jugé. Il est jugé. Le premier jugement de Nicolas Copernic devant l'Église catholique, c'est en 1616. Pourquoi est-ce qu'il continue d'enseigner alors que celui-même qui est l'auteur de ça, il n'a pas trouvé. Le jugement de Galilée. En 1615, c'est Galilée. Maintenant, je parle de Galilée là. L'autre est Copernic est déjà mort. Voilà. Donc, lui, il est la suite. Il y a Kepler qui était l'élève direct de Copernic, Kepler, mais Nicolas, comme on appelle Galilée, a été vraiment le porte-flambeau après chose. Donc, c'est lui, je dis, qui va vulgariser. Et le symbole de la vulgarisation, c'est que tous les écrits se faisaient, qui sont confidentiels, ça s'écrivait en latin. Et lui, il va le faire en italien vulgaire. Il va publier en italien, il va menacer en italien. Donc en 1616, maintenant, on l'a appelé maintenant, mais les engagements que tu as signés, pourquoi tu n'as pas de chose? Donc là, il est broucardé, il est condamné à se taire, et puis il repart. Et en 1632, il publie finalement contre la volonté de l'Église catholique. Et il dit, il a comme preuve maintenant le fait d'avoir observé par le télescope. Hein? En 1633, il est mis aux arrêts. Il est convoqué par le procureur, mis aux arrêts. Et on lui demande de s'humilier. Et l'humiliation devant le tribunal, c'était quoi? C'était de dire qu'il s'est trompé. Et je vais m'arrêter là un instant pour que vous voyez les dimensions, vous voyez l'homme. Vous voyez, je fais un parallèle entre Socrate, qui a été condamné à boire la ciguë. Ils sont venus faire la même proposition, de demander pardon au tribunal pour avoir la clémence. Il a dit non. Je suis au service de la vérité. Que vous pensez des jeunes athéniens si je me réunis, les jeunes athéniens, Athènes, il était d'Athènes. Mais l'autre, Galilée, c'est renié. On lui a écrit quelque chose qu'il lise publiquement. On dit non, je me suis trompé, vraiment, c'est mauvais ce que j'ai fait. Lui-même, il s'est renié.
Mais après, même les prêtres cardinaux se moquaient de lui parce qu'en fait, les gens ont dit qu'il avait publié ça parce qu'en fait, il avait besoin d'argent. Voilà. Mais le régnement, il s'est régné, il s'est régné. Et vous comprenez maintenant comment Socrate, dans la pensée occidentale, Socrate est si important. Et vous ne voyez pas que Socrate ressemble un peu à Jésus-Christ, Socrate, les gens du tribunal constitué près de 200 personnes, des gens, des prêtres, qui savaient que ce qu'il faisait à Athènes était bon. Lui, on suffit à l'oreille, non, demande la clémence de Dieu, on va te laisser. Il dit non, niet. Niet. Certains veulent proposer même proposer l'exil, qu'il quitte. Niet. Voilà pourquoi il est le centre, enfin la norme. Jésus-Christ est aux historiens le repère pour se retrouver. Vous savez qu'on dit temps avant Jésus-Christ, le temps. Voilà, Jésus-Christ. Et ce que Socrate est dans le monde de la philosophie. Et dans le monde de l'astronomie, ce que Nicolas Copernic est. Vous comprenez? Donc vous voyez déjà, par rapport à votre thème, vous voyez l'apport de la philosophie. Vous voyez l'apport de la philosophie déjà. Maintenant, est-ce que, je m'arrête là, je pourrais aller jusqu'à Pythagore, mais je vais m'arrêter là un instant. Au moins vous avez une petite idée, parce qu'on ne peut pas en finir, vous avez une petite idée, tous ici, de l'apport de la philosophie. Ça a bouleversé carrément les choses, ça c'est vraiment important. Sans parler de Emmanuel Kant même, Emmanuel Kant et Descartes. Descartes, lui qui disait dans son fameux Cogito ergo sum, mais Emmanuel Kant est venu balayer ça. Emmanuel Kant est un peu comme le Copernic, mais dans le monde des choses. Parce que Descartes, dans son fameux, comment on appelle, Cogito ergo sum, le moteur de la pensée pour lui, c'était l'objet que vous observez et vos organes de sens. C'est ce qui fait que vous pensez, donc vous êtes. Est-ce que vous comprenez? Je veux que vous suivez ça bien. C'est une petite digression que j'ai faite, mais c'est toujours dans l'apport de la philosophie dans le monde de la connaissance. Le cogito ergo sum repose sur quoi? C'est l'objet que tu observes. Et c'est les organes de sens que sont les capteurs. C'est ce qui va structurer ta pensée. Puisque tu penses, et non, lui va dire non, on existe aussi. Mais Emmanuel Kant, dans la critique de la raison pure, mais il balaye ça radicalement du revers de la main. Il dit non. C'est la pensée autonome là qui structure l'objet. Et c'est pour lui qui est vrai. Ça veut dire qu'il y a un modèle de l'homme déjà avec la pensée. C'est la pensée qui structure l'objet. Mais scientifiquement plus tard, ça a été prouvé par la physique quantique. Comment le processus se fait? Quand il y a la lumière sur un objet, c'est un signal électrique que la lumière amène à la rétine. C'est la rétine qui construit l'objet. Donc il renvoie vers l'objet qui capte le plan. Je ne sais pas si vous avez suivi, vous voyez ça. Vous voyez ça? Quand vous voyez, vous allez en forêt, et vous voyez subitement un lion. Mais ce qui va faire que vous allez prendre vos jambes à votre cou là. Non, ce n'est pas la vision de rapidement du lion. Ce qui s'est passé, c'est que le fait d'avoir vu la lion, il y a un rayon de lumière sur le lion. Le rayon de lumière, comme par ricochet, vient à votre image. Donc c'est un signal électrique. Donc c'est équivalent à la rétine. La rétine va à l'hypothalamus. C'est eux qui structure la personne maintenant, qui renvoie pour lui, c'est le lion. Donc automatiquement, il faut fuir. Ça vient de l'âme. C'est ce que Emmanuel Kant a démontré. Mais pas une réflexion pure. Mais la science l'a prouvé après. Aujourd'hui, quand on a la physique quantique, là, c'est vraiment là, la physique quantique est venue donner raison à tout cela, la physique quantique. Ça n'a rien à voir avec la physique classique, là, ça je vous dis. Alors donc, revenons à nos... j'ai fait une petite digression pour faire comprendre simplement que les philosophes ont apporté
beaucoup, et notamment dans choses. Donc, on va s'arrêter un instant sur Galilée, parce que quand même, malgré tout ce qu'on a dit, Galilée, d'abord, il va vulgariser. Donc, en 1933, le procès, et ils vont l'humilier. C'est eux même qui écrivent, comme il avait beaucoup d'amis prêtres. Voilà, donc on écrit simplement un truc. Bon, contrairement à tout ce que les gens ont dit, il a été guillotiné, quoi, tout ça, c'est pas vrai. Hein. C'est 1600, 1900, c'est 1633. 33. 1633. 33, ouais, 33. Donc, après avoir publié ces fameux trucs, donc il est arrêté, on lui fait lire, l'église écrit, on lui fait lire, il s'est réuni. Il dit, quel salaud, lui-même il se dit, mais quel salaud j'ai été, c'est pas vrai, c'est le jour, son truc, que tu, c'est après, il va se cacher, pourtant la tête tourne, pourtant il tourne. Bon, ça c'est chose. Alors, ici, vous voyez qu'il y a une passerelle entre la philosophie, la connaissance, et puis maintenant, l'observation qui va valider. Et donc, le couple forme ce qu'on appelle la science. Et c'est à juste titre que Galilée est le père de la science moderne. Vous voyez, c'est tellement clair, je ne sais pas si vous comprenez comment. Et si vous ne comprenez pas, bon, dans les questions, vous allez m'arrêter. Copernic théorise. Il voit par un flash spirituel, voilà comment ça se passe. Donc il écrit, il fait des recherches. Et ça reste là. Un vient, il vulgarise. Et puis le gars lui dit, mais tu n'as pas encore à publier, il veut publier déjà. Tout ce qui est théorie. L'église dit, non, tiens, tu n'as pas à le faire parce que Nicolas Copernic, qui était un des nôtres même, c'est vrai, mais il a dit que lui, il n'a pas prouvé. La preuve a dit que ses écrits, il ne les a pas signés. Et tout le monde sait que c'est lui. Bon, il y avait un peu de lâcheté dedans, mais en fait, il fallait préserver d'abord sa vie. Et donc, toi, tu ne peux pas, du coup, comme on a essayé de dire que tu vas... chose. Donc, il fait monter un télescope, comme je l'ai dit. Généralement, les télescopes, c'était vous savez que le verre, le télescope, c'est un condensé de lumière. La condensation de la lumière, les verres qu'on voit là, les verres que vous portez, c'est la lumière simplement qu'on a condensée. Donc, ce qui était dans le marché en Italie à l'époque, c'était à 3 crans. Mais lui, il en a fait jusqu'à 30, puisqu'il lui seul savait ce qu'il voulait y chercher. La confection pendant 1 ou 2 ans. Donc, tout ce qui était écrit par Copernic et Kepler, lui, il a pu l'observer en grandeur nature. Et il a créé Youpi. Donc, je vous fais observer ici que voilà, est jeter les bases de la science moderne. Et celui qui a eu le mérite de le faire, c'est Galilée. Donc, connaissance, plus apport preuve, ça dépend du domaine. Parce qu'à travers certaines équations mathématiques aussi, on peut prévoir des choses, hein, sans avoir vu choses. C'est comme par exemple Albert Einstein, il a théorisé sur les trous noirs en 1915 avec des équations mathématiques. Les trous noirs aussi. Le trou noir, en fait, ce n'est rien d'autre que l'explosion d'une étoile. Et l'impact qu'il laisse dans le tissu de l'espace-temps, c'est ce qu'on appelle trou noir. Parce que les étoiles que vous voyez là, à un certain nombre de choses, ils exploitent ce qu'on appelle la supernova. Voilà. Mais c'est des milliards d'années, choses, supernova. Donc, Albert Einstein, c'est une négation que je fais encore, avait déjà prévu ça. Mais c'est 100 ans après qu'on a vu un vrai trou noir réel. En 2015. 100 ans après qu'il ait mis ça sur papier. Vous comprenez? Donc, revenons à Albert Einstein. Lui, maintenant, la science va prendre une envolée spectaculaire. Et je m'arrête un instant pour vous dire, jusque-là, c'est-à-dire avant la génération des Galilée, la science, comme on appelle, la connaissance était cherchée pour l'amour de la connaissance.
Il faut bien suivre ce côté-là. Et c'est pourquoi là, il faut magnifier le mot philosophie. On cherchait la connaissance pour l'amour de la connaissance. Et pouvoir respecter l'univers dans son fonctionnement. Il faut comprendre ça très bien pour voir la suite des choses. Comme je l'ai dit en introduction, là c'était hors chose, je l'ai dit, on n'a pas recommencé. Je dis nos anciens et les grands anciens, la connaissance qu'ils cherchaient, ils utilisaient pour mieux respecter l'ordre cosmique, donc l'univers, parce que Dieu était parfait. Et il faut connaître cette chose-là, il faut connaître l'univers. Donc il y a une raison. Donc, on connaît et puis on respecte mieux. Lorsque vous entrez dans un état, quand vous avez la connaissance des lois, vous circulez mieux. Vous voyez, non? Donc ça, c'est l'ancien. C'est un premier temps qu'il faut avoir à l'esprit. Donc, ici, je suis en train de dire que la connaissance n'était pas instrumentalisée encore. Deuxième phase, la connaissance, c'est que la connaissance devient un pouvoir. On instrumentalise la connaissance. Et on commence à transformer l'univers. Ce n'est plus un objet de connaissance, mais on commence à le transformer. À partir de la science. La science et la technique. Donc, la technique, donc vous voyez déjà avec Galilée, connaissance, plus technique pour pouvoir montrer. Télescope. Et maintenant, va naître une position scientifique des chercheurs. Les gens vont financer. Les bourgeois vont financer les choses. Et puis voilà. Comme c'est eux qui financent, donc la science devient un outil de puissance. Ils orientent les choses. Comment? Ils orientent vu que c'est eux qui financent. Exactement. C'est pourquoi justement les scientifiques, quand on dit science sans conscience, les scientifiques, eux, ils veulent se dédouaner. Ils disent la connaissance est là, mais c'est les gens qui viennent payer et puis qui, par la technique, maintenant, ils créent. Deuxième vague d'importance que vous allez voir, la science devient maintenant un outil de puissance. Donc, outil de puissance, donc un outil pour transformer l'univers. Il faut avoir ça vraiment à l'esprit. Donc, transformer l'univers. On se sert de la science maintenant, donc la technique, et on se met à transformer l'univers. Moi, je dirais, est-ce que c'est que bon, ça va l'un dans l'autre, hein. Transformer l'univers, mais in fine, c'est pour contrôler l'homme, contrôler les humains. Mais bien sûr, oui, justement, c'est ça. Mais c'est après ça que la race des philosophes comme les Karl Marx vont naître. Avec un seul mot, l'aliénation de l'homme. Pour l'arracher à ce que vous avez dit là, la domination des autres. Mais tout est part de la science. Les Schopenhauer, les Karl Marx, les Freud, les, comment on appelle, Nietzsche, Spinoza, et ils vont contester ce ordre-là justement, puisque l'homme est aliéné. Vous comprenez? Voilà. Et puis, vous avez, avec ce que je viens de dire sur la deuxième action de la connaissance, qui devient maintenant transformateur de l'univers. On sait ce que c'est qu'aujourd'hui, comment on appelle, le dérèglement climatique. Ça, c'est la rançon immédiate de la transformation de l'univers par nos sciences et nos techniques. Ça, c'est clair. Deuxième vague, pire encore, vous avez fait allusion à ça maintenant. Ce n'est plus la connaissance pour la connaissance. Ce n'est plus transformer la nature, mais c'est pour réinventer la nature et l'homme, comme vous avez dit. Réinventer. De plus en plus, on parle de médecine augmentiste. On parle de l'homme immortel. Google a une université qu'on appelle l'université de singularité aux États-Unis. Ils sont trop loin. La mort est une maladie. Ils ont posé comme postulat la mort est une maladie guérissable. Ouais. Mais ils sont très avancés déjà. En 2050, déjà, il y aura les premiers hommes immortels. Donc, vraiment, on est passé à une troisième phase. Vous ne savez même pas
La réinvention. Mais ça a commencé déjà. Mais comme je vous dis, généralement la connaissance, il faut faire une passerelle. Mais il existe déjà des cyber-États. Les États-Unis, avec les GAFAM, la Chine qui crée eux-mêmes, il existe des cyber-États. Donc des cyber-souverains. La Chine a près de 10 000 soldats virtuels qui travaillent dans l'état virtuel chinois. Donc le terme de réinvention, là, est-ce que c'est superflu? Puisque je vous dis, les cyber-États existent. Donc ici, la souveraineté cybernétique s'obtient lorsque vous arrivez vous à créer vos GAFAM chez vous, comme la Chine a réussi à le faire. Les États-Unis suivent, la France est derrière, elle ne traîne pas. Mais lorsque les GAFAM, ils peuvent entrer chez vous, par le biais du cyber-État, mais où est votre souveraineté? Ils contrôlent la culture de chez vous. Tout le monde a des tablettes, ils contrôlent tout. Donc la réinvention n'est pas un mot superflu. On est passé de la connaissance pour l'amour de la connaissance et pour le respect de l'ordre cosmique. La révolution scientifique nous a apporté le pouvoir, donc les techniques, donc l'outil pour transformer la nature. L'un des grands symboles que nous voyons, donc l'un des grands tribus, l'une des grandes chansons qu'on récolte, c'est le dérèglement climatique. Avec ces techniques, nous avons remis des couches insondables, des puissances insondables qui dorment tranquillement dans les régions célestes. Mais leur réaction, on ne le connaît pas. Mais voilà, on a les débris maintenant. Troisièmement, je finis là, excusez-moi, on passe maintenant, non seulement ce n'est plus la transformation, mais la réinvention. Mais ça, on ne veut pas de cyber-État. Vous êtes étonné? Étonné. Voilà. Et ce qui se passe dans les cyber-États, c'est exactement comme au temps de la colonisation. On colonise. Donc les armes de la construction des cyber-États, il y a la coopération, donc la diplomatie, et puis la force. Les 8 000 soldats, 10 000 soldats chinois que je vais parler là, mais ils entrent dans les réseaux américains pour prendre les trucs. Donc la notion de réinvention de l'univers et des hommes. Et côté homme, c'est la médecine augmentiste. Allez taper les choses, vous allez voir que ce n'est pas du superflu. Voilà. Le cerveau humain peut être maintenant couplé avec des ordinateurs pour l'augmenter, la médecine. Le génome, on dit le génome, on fait en sorte que ce qui est à la base du vieillissement, c'est celui qui originaire. C'est pourquoi ils osent parler maintenant de l'homme immortel, donc amortel. C'est-à-dire, tant que je ne viens pas comme ça, avec des trucs pour te taper, tu ne meurs pas. Voilà, tu ne meurs pas. C'est le danger qui est là. Maintenant, si on ne meurt pas, et qu'on a une longue longévité, parce qu'en 2050, je n'ai programmé que le premier homme pourra vivre 300 ans, 350 ans. Et ce que je vous dis là, c'est la réalité. Bien, vous avez voulu dire quelque chose? Non, vous avez répondu dans... Hein? Vous avez répondu. D'accord, ok. Bien, alors, donc maintenant, tournons la page. Donc, voilà maintenant l'apport de Galilée. C'est juste la base de la science. Et la base de la science avec le jeune loup scientifique. Et c'est là que vous allez entendre science sans conscience et ruine de l'homme. Voilà. Donc, l'univers n'est plus un objet de connaissance, il devient maintenant un objet d'expérimentation pour construire, transformer et puis construire le monde parallèle. Donc là, il y a quoi? Au plan religieux, au plan théologique, il y a une défiance au créateur de l'univers. Voilà. Alors, donc, voilà ce que vraiment je pourrais dire sur l'apport des philosophes, comme on appelle à la connaissance de l'univers. Et je dois vous dire même que j'ai sauté cette partie-là parce que je n'ai pas voulu en parler, mais je vais dire juste un mot. Nous savons par les écrits
que Thalès est venu en Égypte. Parce que là, je réponds à la question de savoir si la pensée occidentale a pour berceau la Grèce antique. Non, la Grèce antique. Non, je dis Occident, la pensée occidentale. Je parle des Occidentaux. Les Occidentaux. Tout le monde sait que le berceau, c'est la Grèce antique. Non, pour les Occidentaux. Maintenant, la question pertinente, est-ce que les Grecs antiques, ils ont reçu, ils sont les précurseurs? Ils sont les diffuseurs ou ils sont les précurseurs? Mais je réponds. Simplement par ce qui va suivre. Vous allez avoir votre réponse sur nous. Tout à l'heure, j'ai dit que Thalès de Milet faisait partie des présocratiques. Il est établi qu'il est venu en Égypte. Vous avez compris? Homère, 8 siècles avant Jésus-Christ. Je vous parle de Jésus-Christ. Moi, tout le monde, l'humanité est faite, il est venu en Afrique. Platon, après la mort de son maître, il est venu en Égypte. Lui-même, j'ai une précision même. C'est une ville qu'on appelle, une ville-état qu'on appelle Héliopolis. C'est là que Platon est venu, après la mort de son maître. Tout ça, c'est prouvé, hein? Pythagore, quand on a commencé à lui créer des ennuis au niveau de sa ville, c'est Samos, il est de Samos. Il est venu en Égypte. Là, à une précision, il a été dans les monastères de Thèbes et de Memphis. C'est là qu'il a eu sa formation. 22 ans en Égypte. Pythagore. Donc lui, il est à l'aise à géométrie. Bon, enfin, vous avez la réponse à votre question. C'est là qu'ils sont partis. Mais entre-temps, la philosophie égyptienne, vous allez comprendre. Ils avaient déjà un panthéon, ils avaient des divinités, des dieux. Le dieu Amon, Ra, ou bien Amon-Ré, et puis le dieu Atum. Mais quand ils sont revenus chez eux, Homère, je vous ai dit tout à l'heure qu'il est venu, mais c'est là qu'il va faire, il va faire Homère, il va faire Hésiode, donc ils vont créer maintenant ce qu'on appelle la cosmogonie. Mais quand vous regardez, mais la copie de la construction égyptienne de la mythologie, de la cosmogonie, avec les dieux Amon-Ra ou Amon-Ré, donc Dieu Soleil, et puis Atum. Donc à partir de là, si on sait qu'ils ont séjourné en Afrique aussi longtemps, bon, ça va de soi, vous comprenez? Vous avez la réponse, je n'ai pas besoin de vous donner une réponse, c'est clair. Même Homère. Donc, ils ne sont pas des précurseurs, ils sont des diffuseurs à grande échelle de la pensée. Et c'est leur pensée qui noie toute chose. Voilà. Maintenant, comment on appelle, les poètes ont aussi apporté beaucoup de choses. Mais seulement c'est de la forme que ça diffère. Voilà. Parce que le poète, c'est un artiste, un créateur. Bon, disons, en passant, même, il n'était pas trop aimé par Platon. Hein. Tout ce qui est artiste, créateur, choses là. Platon ne les aimait pas trop. Parce que je vous ai tout à l'heure dit, lui, il dit que le monde réel, c'est l'essence. Alors que le poète, lui, il prend racine dans le réel. Et il regarde l'essence, et puis il rapporte. Pour pouvoir enseigner, guider ses contemporains. Alors que les Platons, eux, ils disent ce qu'il faut retenir, c'est pourquoi on parle de l'amour planédicien, l'amour de l'âme. Et ils ne prennent pas qui est dans le réel. Le poète, lui, il est dans un environnement, il a des contemporains. Et il voit les vices, les trucs, c'est ça. Voilà. Et puis en même temps, il a pu avoir accès à ce qui est caché. Mais qui est l'idéal. Donc par une forme d'écriture, fait vraiment de chant, de son, d'images. Donc intermédiaire à travers des écrits qu'on appelle prose ou comme on appelle ou des vers, créer des icônes comme on appelle intermédiaires
pour pouvoir amener les hommes, ses contemporains, à se purifier, à être bons. Si vous n'avez pas compris, c'est résumé trivialement. Voilà le poète. Hein. Le poète, à la limite, c'est comme un mage. Mais lui, il trouve une formule intermédiaire pour pouvoir amener ses contemporains à être bien, à aimer le beau. Maintenant, l'écrit est formulé sous forme de son, d'image. Par exemple, quand par exemple Homère décrit dans l'Odyssée l'atrocité, donc le chaos, il voulait diriger le chaos, c'est une image qu'on envoie. Mais il voit dans cette guerre, la guerre de Troie, là, des gens qu'on a pendus, madame, excusez-moi, hein, par leurs organes génitaux. La pendaison par tes organes génitaux. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Mais c'est une forme de style pour amener une image du chaos dans l'esprit des contemporains. Et après, pour dire que ce n'est pas bon, et puis maintenant aller dans l'ordre et l'harmonie qui est mieux. Donc, le poète, c'est ça. Donc, son écrit qui est là, c'est une transcription et en même temps une suggestion à ses contemporains de mieux faire. Maintenant, la forme par laquelle il le fait, c'est des images, souvent des sons, des chants, et comme on appelle, et pour créer l'harmonie. Donc, c'est pourquoi il est créateur. Il est démiurge. Voilà. Le démiurge, c'est celui qui crée à partir de quelque chose qui existe déjà. Donc lui, il regarde l'être. Donc la métaphysique, il regarde l'être, puisque lui, il est beau, il est bon, il est tout, il est parfait. Il regarde, il crée un truc intermédiaire, et puis il montre ça à ses... Donc il est transcripteur de ce qu'il voit, et transmetteur, formateur Voilà en gros, ce qui le différencie, par exemple, du philosophe, lui qui fonce sur l'idéal directement. Et qui le différencie en même temps du sage. Le sage, lui, il est l'incarnation des valeurs. Il n'a pas besoin d'écriture. Le sage n'est pas dans le commentaire. Ce sont ceux qui sont autour de lui, parce que lui, il véhicule les valeurs. Donc, il n'est pas dans l'écriture. Et comme je l'ai dit, les grands sages que j'ai connus, il y a Socrate, il y a Jésus-Christ, il y a le prophète, il y a comment on appelle, Bouddha. Bouddha, là, c'est des thèses des stoïciens, carrément. Les écrits de Bouddha, c'est ça. Parce que eux, et le philosophe, lui, il est amoureux des malheurs. Alors, l'amoureux, c'est la richesse, tu veux incarner. Le sage, lui, il incarne. Vous voyez? Donc, le sage, le philosophe et le poète, il y a des différences entre eux à partir de ce que je viens de dire. Toujours, c'est la transmission du message maintenant qui défie. Donc, à partir de cette définition du poète, donc, qui est capteur et créateur, donc l'image de Murge, qui crée à partir de quelque chose qui existe, donc l'existence est le meilleur, donc il véhicule, il caricature le beau, donc c'est un artiste, le beau, l'harmonie. Voilà. Maintenant, il le fait maintenant sur plusieurs formes. Donc, il y a 3 types de poètes, comme je l'ai dit. Toujours dans la définition centrale que je viens de donner, chacun dans son chapitre ou bien dans sa section. Premièrement, il y a ce qu'on appelle les poètes épiques. Donc, qui sont en quelque part les chanteurs des épopées. Et les grandes épopées que l'histoire a donné de connaître, il faut commencer par le premier qu'on appelle l'épopée de Gilgamesh. Gilgamesh. G-I-L-A-M Mesh. C'est S-H à la fin. C'est pas S-H à la fin. Mesh là. Le M-E et puis Gilgamesh. Ouais, M-H à la fin. Et là, c'est en Mésopotamie. Voilà, 3000 ans à peu près avant Jésus-Christ. L'épopée de Gilgamesh. Donc, c'était une route qui a existé effectivement, mais qui est sublimée un peu par la poésie pour, en fin de compte, mettre les contemporains, les humains sur la bonne voie pour dire en réalité la leçon qu'il faut tirer dans l'épopée de Gilgamesh, parce qu'il faut accepter sa condition de mortel.
Gilgamesh, acceptait la condition de mortel. Parce qu'il a un ami très cher qui a été emporté par la mort devant lui, alors qu'il était un roi tout puissant. Donc il a dit, mais pourquoi? Donc il voulait à tout prix chercher le médicament pour vaincre la mort. Voilà. Donc la sagesse enseigne qu'il faut accepter sa condition de mortel, telle que les dieux l'ont définie. Ça c'est Ouadia à l'époque. Hein. Ce qui fait que le projet actuel de Google, là, c'est le projet Gilgamesh dans les codes secrets. Alors que ce que je viens de dire, c'est 3000. Le projet de Google actuellement, dans l'université de singularité, je vous le dis, c'est le projet Gilgamesh. Du nom de ce roi-là, à Mésopotamie, il y a 3000 ans de cela. Pourquoi? Parce qu'il cherchait l'immortalité. Et quand, en disant projet Gilgamesh, beaucoup ne savent pas pourquoi c'est Gilgamesh. Parce que lui, c'était un chercheur effréné de l'immortalité. Jusqu'à ce que les sages le disent. Oui, il faut accepter la condition humaine, parce que c'est de Dieu qui l'a décidé. Et on prend le contre-pied aujourd'hui. Vous comprenez? Vous comprenez? C'est pourquoi j'ai dit, l'intelligent, les jeunes que vous êtes, c'est de mettre un pont entre les choses. Et la géométrie de la connaissance est imparable. C'est un cercle avec le point au milieu. La géométrie de la connaissance, où que vous soyez, est imparable. C'est un cercle avec un point au milieu. Le point au milieu est équidistant de tous les points de la circonférence. Vous êtes d'accord avec moi? Donc vous pouvez les posséder. Deuxième leçon de cette géométrie de la connaissance, c'est qu'il n'y a de connaissances véritables que dans l'intégralité et la globalité, à partir du point central. Vous êtes d'accord avec moi? Voilà. Mais qui peut atteindre ce point central? Il n'y a que Dieu, puisque à ce point central, il y a une personne. C'est ça. C'est ça, il est le seul. C'est pourquoi il ne faut pas jouer. Les humains sont là en train de jouer. Il ne faut pas jouer. Parce que quel que soit celui qui réussira à connaître avoir toutes les connaissances, mais il y a une seule qui ne saura pas. En ce moment, le cercle ne sera pas complet, puisqu'il n'y a pas de globalité ni d'intégralité, tu vois. Quelle est l'origine de choses? C'est celle que personne ne peut répondre jusqu'à présent. Quelle est l'origine de l'univers? Donc tu vois que l'intégralité et la globalité ne sont pas complètes. Il n'y a que lui seul qui s'est auto-engendré qui peut le dire. Donc soyons humbles, tout simplement. Ça veut dire qu'il faut être humble. Il faut être simplement humble. Parce que cette histoire d'immortalité ou bien la mortalité, ils ne savent pas ce que ça va nous créer. C'est la fin de l'humanité. Vous allez voir des héritiers qui vont attendre longuement le désert de l'être, allez les tuer. Mais actuellement, il faut que personne ne pense à ça. Hein? Non. Il y a un héritier qui est là, un père qui n'a rien fait de sa vie. Et son père est là, il a la longévité. Puisqu'il a l'argent, le père a payé, il a des implants, il est là, il ne meurt pas. C'est un exemple parmi tant d'autres. Mais il va voir des amis, ils vont faire une conspiration, ils vont le trucider, le vieux là, il est là, il ne meurt pas. Ça, c'est des conséquences parmi tant d'autres. Et puis la superficie de la terre, elle est connue. Oui. Les denrées alimentaires, aujourd'hui, on sait qu'on est en chose à crédit. Sauf si on réduit les naissances pour contrebalancer. Mais justement, c'est un projet aussi, puisque ce truc-là, finalement, ça va créer quoi? Jusque-là, on a eu des exploités, des gens exploités, et de l'autre côté de la machine, ceux qui exploitent, les exploitants, on a eu des dominés et des dominateurs, jusque-là. Mais cette fois-ci, je vous le dis, retenez bien, on aura des hommes utiles et des hommes inutiles. Donc, s'il y a des hommes inutiles, vous avez répondu à la question. Parce qu'aujourd'hui, entre le dominé et le dominateur, le dominateur se sert au moins de l'énergie humaine de l'autre pour pouvoir avancer. Mais lorsque les machines auront remplacé et plus intelligents et plus productifs que les dominés, et ce qui se fait maintenant à provision, il y a des drones maintenant même qui peuvent dévisager les choses. Donc on va créer un monde d'hommes utiles et d'inutiles.
Maintenant, les inutiles, là, on en fait quoi, comme vous le dites? Tout simplement. Vous n'avez jamais pensé à ça? Vous voyez, c'est des trucs qui sont clairs. Hein? On va créer un monde, notre futur, ce qui nous attend là. C'est-à-dire, ce serait un monde d'hommes utiles et un monde d'hommes inutiles. Maintenant, l'inutile, là, tu fais. Parce que jusqu'à présent, on tolère les inutiles. Parce que vous dites, on utilise. Oui, oui. Ils peuvent encore servir. Mais bien sûr. Maintenant, quand les machines vont repasser tout ça là, non seulement en performance, mais en intelligence. C'est clair. Les meilleurs diagnostics aujourd'hui, c'est les machines qui le font, les docteurs. Ah, bien. Alors, donc. L'exemple immédiat, même, c'est le QR actuellement. C'est-à-dire que déjà, à travers simplement un papier, on te donne tout ton cursus médical. Progressivement, on va vers où? Voilà. Donc, je vais terminer, on va lancer le débat. Donc, la poésie, vous savez, j'espère que vous avez bien compris, hein, les poètes, c'est un peu ça. Et donc, j'avais commencé à dire, il y a les poètes épiques, donc c'est l'épopée. Donc, Gilgamesh, j'ai parlé de Homère, des grandes choses. Et puis, vous avez les poètes, comme on appelle, lyriques. Lyrique, ça c'est le monde des sentiments, donc l'amour, la nature, la mort, voilà. Donc ça c'est ceux qui réfléchissent toujours à travers la même démarche, donc la même forme, mais dans le domaine de l'amour, de la mort, comme on appelle, du travail, de la nature, voilà. Donc tout ce qui est romance, la romantique, les sentiments et tout ça. Et voilà. Et puis la dernière race comment on appelle, de choses, là c'est les didactiques. Didactique, c'est ça. Donc vous avez la négritude, comme les Aimé Césaire, donc la poésie des grandes causes, voilà. Comme Aimé Césaire, le Paul Sédar Senghor, voilà. Donc la poésie des causes communes qu'on adopte, donc c'est eux. Donc vous avez Aimé Césaire, vous avez les grands noms africains, la poésie africaine. Et puis il ne faut pas oublier aussi, dans les poètes épiques, il ne faut pas oublier aussi, comme on appelle, l'épopée de Soundiata Keita, voilà, qui est un grand héros qu'on a sublimé. Et puis voilà. Donc justement, dans la forme des poètes didactiques, il y a généralement les fables qu'on raconte. Les fables, donc c'est des récits prestigieux qu'on raconte sur les personnes à forte symbolisme moral, où à la fin on tire une moralité. Si vous voulez bien comprendre ça, regardez bien les contes initiatiques qu'on racontait au clair de lune. Voilà. Dans Ampateba a un livre dessus. Et donc là, c'est des fables qu'on appelle les fables. Donc c'est dans ce groupe-là. Maintenant, les satires, tout ce qui est satire, c'est un peu les sketchs, vous voyez, les comédiens sur un plateau. Voilà, la dramaturgie, donc c'est un peu ça. Donc voilà les trois formes en réalité de choses. Et donc, comme je l'ai dit en amont, la poésie, la fonction de la poésie, c'est la connaissance de l'univers, donc du monde, la connaissance de l'homme et la connaissance de l'absolu. L'absolu, c'est l'être, donc c'est la métaphysique. Donc lui, il révèle ça. Donc voilà la contribution de façon à ramasser. Ce n'est pas encore pas complet, mais on ne peut pas tout lire. Mais c'est les faits saillants des poètes et des philosophes, vraiment dans la connaissance de l'univers.